Tu viens de te réveiller. Tu n'es pas sûr de qui tu es, où tu es, ni d'où tu viens. Tu regardes vers le bas et ne vois qu'un contour flou d'un corps en grande partie translucide et indiscernable. Autour de toi s'étend un vaste espace blanc, apparemment sans fin. Devant toi se trouve un grand écran. Dessus, une icône indique « Construis ton monde, commence ici ». Tu appuies dessus et une fenêtre apparaît, révélant une liste de ceux qui semblent être des caractéristiques, des descriptions et des règles sur le fonctionnement d'un monde, sur la manière dont la société dans laquelle tu naîtras fonctionnera selon tes choix. Chaque élément de la liste a une description et l'option de l'activer ou de la désactiver pour une durée indéterminée. Tu parcours la liste et sélectionnes les conditions de la société dans laquelle tu vivras, les lois et règlements, la façon dont les gens en groupe seront traités, quels droits auront les individus et les groupes, comment les personnes en groupe seront aidées, ce qui sera autorisé et interdit, comment la richesse, les biens et le travail seront distribués et redistribués, etc. Bientôt, tu te rends compte d'un problème. Tu ne sais pas qui tu seras. Tu ne sais pas si tu seras noir, blanc, asiatique, hispanique, etc. Tu ne sais pas si tu seras un homme ou une femme, handicapé ou valide. Tu ne sais pas ce que tu apprécieras. Tu détermines rapidement que la meilleure chose à faire est de t'assurer que le monde que tu crées traite tout le monde aussi équitablement et aussi bien que possible, de sorte que peu importe qui tu es à la naissance, même si tu es parmi les moins favorisés, tu auras quand même une chance équitable d'une vie agréable et prospère. Une fois terminé, tu passes en revue ton travail, satisfait de ceux que tu as créés. Puis, en bas de l'écran final, tu appuies sur « Terminer ». Il s'agit d'une version de l'expérience de pensée connue sous le nom de voile d'ignorance ou de la position originelle, formulée à l'origine par le philosophe américain John Rawls dans son livre « A Theory of Justice ». Rawls utilisait cette expérience de pensée pour illustrer un point de vue neutre que les membres, fondateurs et dirigeants d'une société doivent s'efforcer d'adopter afin d'évaluer et de déterminer des règles et des principes justes. Bien que cette expérience de pensée puisse effectivement promouvoir un idéal très utile sur la manière dont nous devrions envisager et tendre vers une société équitable et juste, un problème que nous découvrons rapidement est l'impossibilité apparente pour quiconque d'atteindre réellement une telle position. Rawls lui-même comprenait cela lorsqu'il écrivait. La position originelle est une situation purement hypothétique. La conception de l'original n'a pas pour but d'expliquer la conduite humaine, sauf dans la mesure où elle tente d'expliquer les jugements moraux et aide à expliquer notre sens de la justice. En ce qui concerne une perspective d'équilibre et de neutralité, il poursuit en disant « Il est douteux que l'on puisse jamais atteindre cet état. » Et voilà notre premier problème philosophique, le problème de l'équité. Comment définissons-nous et mettons en œuvre l'équité dans un monde où chacun ne peut prendre des décisions et déterminer des règles et des principes que depuis des positions biaisées, partielles, égocentriques et non originales? L'équité est-elle vraiment possible? Le voile d'ignorance soulève non seulement le problème de l'équité et de la justice, mais aussi celui de la chance. Bien sûr, nous ne savons pas ni choisissons qui nous allons être à la naissance, ni dans quelle société nous allons naître. Le fait d'être né dans une société particulière en tant que personne favorisée ou non par cette société relève entièrement de la chance. De plus, tous les événements incontrôlables qui nous arrivent au cours de notre vie, indépendamment de qui nous sommes et d'où nous sommes nés, sont également le produit de la chance. Cela nous amène à notre deuxième problème philosophique, le problème de la chance morale. Le terme chance morale a été introduit pour la première fois par le philosophe anglais Bernard Williams en 1976. Puis a été développé principalement par le philosophe américain Thomas Nagel. En général, la chance morale fait référence aux situations où un agent moral est attribué à une certaine quantité de blâme ou de louange morale pour une action, mais l'individu n'avait aucun contrôle sur l'action, les conséquences de l'action ou ses propres circonstances personnelles qui influent sur le degré de blâme ou de louange qu'il a reçu. Pour être clair, un agent, considérons deux bars distincts situés l'un à côté de l'autre. Dans le premier bar, il y avait un homme nommé Tom, et dans le deuxième, il y avait un homme nommé Larry. Tom et Larry sont tous deux des gens raisonnablement décents, mais ce soir-là, ils se retrouvent tous deux dans une dispute avec quelqu'un d'autre dans leurs bars respectifs. Dans les deux cas, la dispute escalade jusqu'à devenir une altercation physique, une bagarre de bar courante qui se produit d'innombrables fois chaque jour à travers le monde. À un moment donné de l'altercation, Tom donne un coup de poing à l'autre individu et le frappe au visage. L'autre personne riposte en lui lançant un ou deux coups de poing, puis la bagarre est interrompue par le personnel du bar.
Tom et l'autre individu sont expulsés du bar, et Tom rentre chez lui avec quelques ecchymoses mineures et le corps plein d'adrénaline. Au même moment, dans le bar de Larry, à un moment donné de son altercation, lui aussi donne un coup de poing à la même vitesse et avec la même force, avec le même ensemble de compétences de bagarre de bar que Tom. Et il frappe également l'autre individu au visage. Cependant, cette personne tombe en arrière et heurte sa tête contre le sol. Plus tard dans la nuit, cette personne est déclarée morte à la suite du traumatisme crânien subi. Larry est arrêté, inculpé d'homicide involontaire et condamné à plusieurs années de prison. Larry et Tom ont commis le même acte, mais basé uniquement sur les conséquences, qui ont eu lieu par hasard. Larry est attribué un blâme moral significatif tandis que Tom se voit attribuer essentiellement aucun blâme. La chance morale circonstancielle, constitutive et causale sont toutes relativement similaires les unes aux autres, car elles font référence à la chance ou à la malchance des conditions ou des circonstances d'un individu qui les conduisent à commettre un acte jugé moral ou immoral, ou à recevoir un degré différent de blâme ou de louange morale par rapport à quelqu'un d'autre qui a commis le même acte. Par exemple, spécifiquement dans le cas de la chance morale circonstancielle, considérons la même situation de bar, mais descendons plus loin dans la rue, jusqu'à un troisième bar, où se trouve un homme nommé Marcus, qui s'est également retrouvé dans une dispute devenue altercation physique. Dans le cas de Marcus, juste au moment où il s'apprête à donner un coup de poing à l'autre individu au visage, les alarmes incendie du bar se déclenchent, distrayant complètement Marcus et l'autre personne, et dissipant l'énergie de la bagarre alors que les deux sont escortés à l'extérieur du bar avec le reste des clients et des employés. Marcus allait frapper l'autre individu au visage de toutes ses forces, mais il ne le fait pas, uniquement en raison de la chance de ces circonstances. Ainsi, il ne reçoit aucun blâme moral, même s'il avait l'intention de commettre exactement le même acte que Larry. Maintenant, voyageons jusqu'à un autre bar à quelques rues de là. Dans ce bar, nous trouvons Stéphanie, une femme qui se retrouve également dans une bagarre ce soir-là. C'est une nuit animée. Dans le cas de Stéphanie, à un moment donné de l'altercation, elle aussi donne un coup de poing à l'autre individu et le frappe au visage, le faisant également tomber en arrière et heurter sa tête contre le sol. Plus tard dans la nuit, cette personne meurt également à cause de sa blessure à la tête. Cependant, Stéphanie ne reçoit aucune peine de prison, car lors du procès, il est découvert qu'elle a été horriblement et impitoyablement maltraitée dans son enfance et qu'elle a récemment été diagnostiquée avec un trouble de la personnalité borderline sévère, ce qui l'a amenée à devenir excessivement agressive physiquement et à avoir peu ou pas de contrôle sur ses actions. Ainsi, elle est temporairement placée dans un établissement de santé mentale. Dans ce cas, Stéphanie fait l'expérience d'une chance morale constitutive, car bien que ses actions et les conséquences soient identiques à celles de Larry, la condition de sa vie qui l'a rendue telle a affecté ou réduit le blâme moral qu'elle a reçu. Ce cas peut sembler raisonnable que Stéphanie reçoive au moins de blâme moral. Mais revenons à Larry. Larry n'a pas été maltraité dans son enfance, n'a pas vécu une vie particulièrement inhabituelle et n'a reçu aucun diagnostic de maladie mentale. Il était simplement un peu fatigué ce soir-là, un peu égoïste et physiquement agressif en général. À première vue, Larry semblerait être l'individu le plus blâmable moralement. Mais Larry a-t-il choisi d'être fatigué et tendu ce soir-là? Qui choisirait cela? Larry a-t-il choisi d'être légèrement égoïste et physiquement agressif en général? Larry n'est pas la cause originale de Larry. Ce qui l'a rendu ainsi était simplement une série de circonstances extérieures à lui-même qu'il ne pouvait pas contrôler. Qui l'a élevé, à quoi il a été exposé, ce qui lui est arrivé, etc. Ainsi que les tendances comportementales à l'intérieur de lui-même causées par sa génétique, sur laquelle il n'a jamais eu son mot à dire ni aucun contrôle. Si cela est vrai, comment Larry peut-il être moralement plus responsable d'être quelqu'un qui s'est battu dans un bar cette nuit-là que quelqu'un comme Stéphanie? Selon la théorie de Nagel, le cas de Larry inclut le dernier type de chance morale ou de malchance, la chance morale causale. Avec cela à l'esprit, si les actes moraux d'un agent moral nécessitent la capacité d'évaluer le bien et le mal, et de prendre des décisions en conséquence, quelqu'un peut-il vraiment être moralement responsable de ses actions, si celles-ci sont invariablement causées par d'autres actions et événements qui n'étaient pas les siens, sur lesquels il n'a jamais eu son mot à dire ni aucun contrôle? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il ne devrait pas y avoir de conséquences. Il peut et devrait y en avoir. Mais cela n'annule pas le point précédent. Considérer un chien violent. Nous ne considérerions généralement pas un chien comme un agent moral, et donc, nous ne qualifierions pas un chien violent d'immoral.
nous pouvons décider qu'il est préférable de euthanasier le chien. Mais à aucun moment cela n'équivaudrait à ou n'exigerait de nous d'attribuer un blâme moral au chien. De même, considérez une tornade. Certes, une tornade est extrêmement dangereuse. Et si nous pouvions contenir ou peut-être tuer des tornades, nous le ferions. Mais encore une fois, à aucun moment du processus nous aurions besoin d'attribuer un blâme moral à une tornade. Alors, pourquoi le faisons-nous avec nous-mêmes? Sommes-nous tellement arrogants pour penser que d'une manière ou d'une autre nous sommes la seule chose séparée de la nature? Au-dessus d'elle, la seule entité capable d'échapper à ceux que la nature a propulsés pour nous. Nous sommes conscients. Mais qu'est-ce qui a formé notre conscience? Un être humain, écrivait Albert Einstein, est une partie du tout que nous appelons univers, une partie limitée dans le temps et l'espace. Il s'expérimente lui-même, ses pensées et ses sentiments, comme quelque chose de séparé du reste, une sorte d'illusion optique de sa conscience. Cela nous amène à notre troisième et dernier problème philosophique, le problème de la connaissance morale. Qu'est-ce que la morale? Sur quoi devons-nous la fonder? Y a-t-il quelque chose de objectivement vrai à propos de la morale? Ce problème trouve ses origines dans le problème philosophique classique, le problème être-doit, d'abord établi par le philosophe écossais David Hume au XVIIIe siècle. Le problème être-doit survient lorsque l'on tente de faire des affirmations éthiques, comment le monde doit être et comment on doit se comporter en son sein, basées sur des faits sur la façon dont le monde est. Hume suggérait que les faits doivent être combinés avec des hypothèses éthiques pour parvenir à toute déclaration éthique. Mais nous parvenons à ces hypothèses éthiques uniquement à travers des interprétations subjectives. Car sur quelle autre base avons-nous pour ancrer et former nos interprétations? On peut arguer que nous ne pouvons et ne déterminons les principes moraux que par les méthodes suivantes: les doctrines spirituelles ou religieuses, les réponses émotionnelles et la science et la raison. En fin de compte, il semble ne pas y avoir de moyen clair de sortir de la boucle du est et du doit sans introduire d'abord une supposition de devoir, une affirmation sur la manière dont la réalité devrait être, et non sur la manière dont elle estimate. En fin de compte, peut-être que la seule solution au problème d'équité, de chance, de morale, consiste un peu moins à trouver une équité parfaite ou un bien et un mal objectif, et un peu plus à avancer avec un effort de compréhension, de pardon et de compassion pour l'absurdité de tout cela. Une sorte de compassion pour tout et tout le monde, pour ceux qui nous semblent bons, pour ceux qui nous semblent mauvais, à travers l'histoire, à travers le globe et dans le futur. Cela ne signifie pas pour autant la complaisance et la tolérance totale. On peut punir, combattre ou résister à quelqu'un ou quelque chose que l'on estime être mal, tout en ayant de la compassion pour l'autre situation. En vérité, aucun de nous n'a choisi d'être né dans ce monde en tant que ceux que nous sommes. Aucun de nous n'a établi les règles. Aucun de nous n'a vraiment eu son mot à dire. Mais nous sommes tous là maintenant, et la compassion semble être l'un des, sinon le seul, fil conducteur qui nous a sauvés tout au long de l'histoire, qui soutient le changement positif, qui accepte et pardonne les erreurs que nous avons commises et que nous continuerons inévitablement à commettre dans le futur. Selon les mots du philosophe pessimiste allemand Arthur Schopenhauer, une compassion sans limite pour tous les êtres vivants est la garantie la plus sûre et la plus certaine d'une conduite morale pure et n'a besoin d'aucun arbre casuistique. Celui qui en est rempli n'infligera certainement de tort à personne, ne fera de mal à personne, n'empiétera sur les droits de personne. Il aura plutôt égard pour tous, pardonnera à tous, aidera chacun autant qu'il le pourra, et toutes ses actions porteront l'empreinte de la justice et de la bienveillance. Merci d'être resté ici. N'hésite pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire. Et je te revois là-bas.